Délai glissant. iOS 16.1 Bêta 2. Crash test. 5 rumeurs iPad Pro. Haptique gourmand ? Mais non. Mercredi 21 septembre 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 240. Bonjour à toutes et à tous. Attention, si vous avez précommandé l'Apple Watch Ultra qui sort officiellement ce vendredi, la date de livraison de certains clients vient de bouger, en tout cas aux États-Unis, du 29 septembre au 6 voire au 12 octobre, soit 1 ou 2 semaines d'attente supplémentaire. MacRumors a reçu un certain nombre de témoignages, mais on ne sait pas si des clients en Europe et en France sont également impactés, Fabrice. Alors, il faut s'attendre à ce que quand même le nombre d'Apple Watch Ultra soit assez réduit. C'est un nouveau modèle, des nouvelles technos, donc un nouveau design. Probablement qu'il va falloir attendre et précommander. Si c'est pas déjà fait, je pense qu'en gros c'est mort. Et puis être un petit peu patient pour ce nouveau modèle. Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'en général, quand Apple s'engage sur une date au moment de la commande, cette date, elle est à peu près tenue en général. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare. Ils ont peut-être des problèmes de fabrication. À chaque fois qu'on a des problèmes de fabrication, moi je pense à l'iPhone 4 ou 4S blanc qui avait été montré et puis qui était sorti 6 mois plus tard parce qu'ils avaient des problèmes de jaunissement du blanc en question. J'espère que c'est pas aussi grave que ça parce que c'était quand même comme c'est la première montre depuis le premier modèle qui a un vrai nouveau design, qui a des vraies nouvelles fonctions, ça la foutrait un peu mal quand même. Et pendant ce temps, la sortie de la Watch Ultra se prépare avec l'apparition sur l'App Store de 2 apps dédiées à la montre increvable. Sirène, c'est cette app qui va émettre une alarme stridente, 86 décibels, si vous vous retrouvez en urgence vitale et avez besoin d'être localisé, avec une portée d'environ 600 mètres. Et puis Profondeur est dédié à la plongée et indique la température de l'eau, la durée de la plongée et la profondeur actuelle. Alors, ne perdez pas de temps à essayer d'installer ces 2 apps sur une autre Apple Watch que l'Ultra. Fabrice, a priori, ça ne marchera pas. Non, effectivement, c'est réservé à l'Ultra. Alors, j'étais quand même un petit peu étonné parce que, notamment pour Sirène, que ce soit pas une fonction intégrée à l'Apple Watch elle-même. Comment ça se fait? Donc c'est un petit peu surprenant que ce soit parce que ça a l'air d'être d'abord vraiment donc dédié à l'Ultra comme on voit, et puis lié à une fonction, enfin à un haut-parleur qui n'est disponible que dans l'Ultra, et puis c'est une application vraiment d'une simplicité crasse quoi. C'est comme pour allumer la lampe torche, il y a rien de spécial à faire. Pour Profondeur, peut-être que c'est un peu plus délicat, en tout cas plus intéressant d'avoir ça sous forme d'application pour pouvoir faire des mises à jour, par exemple, plus souvent que juste les mises à jour de système. Bon, nous verrons bien. Je sais pas si ce sera suffisant pour intéresser des plongeurs professionnels. Encore, on verra aussi avec les premiers tests. Et puis Watch toujours, mais cette fois il est question des séries 8 et de la nouvelle SE. La communication d'Apple évolue au sujet du Bluetooth embarqué dans ses montres. Apple, pendant la keynote, avait mentionné la version 5.0. Aujourd'hui, Apple annonce que ces 2 nouvelles montres sont équipées du tout dernier Bluetooth 5.3, comme le reste des produits annoncés à la keynote, ce qui ouvre la possibilité de bénéficier du LE Audio, la nouvelle génération d'audio Bluetooth basse énergie. Mais Fabrice, Apple ne dit rien au sujet du LE Audio. Ouais, c'est rigolo. Peut-être qu'ils se sont pas aperçus qu'ils avaient changé l'intérieur finalement. Et puis, en fait, c'est chouette, on a une fonction supplémentaire, c'est vachement bien. Non, je pense que c'est plus finalement une petite erreur de communication peut-être en interne sur la fabrication des arguments marketing. Et puis c'est tout. Ce qui me fascine finalement dans le Bluetooth basse énergie, c'est que c'est la manière dont on économise de l'énergie grâce à ça. C'est parce que le Bluetooth va un peu plus vite et comme la musique est envoyée par petits à-coups, on peut faire des petits à-coups plus courts et ensuite tout de suite éteindre la radio Bluetooth. Moi je trouve ça fascinant comme façon d'économiser de l'énergie. Voilà ce que ça m'inspire. La deuxième bêta d'iOS 16.1 est entre les mains des développeurs et elle règle le bug du message d'alerte incessant concernant les copier-coller. Apple l'avait promis. Des ajustements aussi sur l'indication de la batterie restante avec une icône qui va se vider progressivement tout en haut de l'écran, même avec le pourcentage indiqué. Et puis c'est le retour de ce pourcentage juste au-dessus de l'heure au centre de l'écran de déverrouillage pendant quelques secondes quand vous mettez l'iPhone en charge. En revanche, pas de solution dans cette bêta 2 pour les enregistrements vidéo qui tremblent dans TikTok, Instagram
ou Snapchat, Fabrice, mais Apple assure travailler dessus et c'est probablement pour bientôt. Alors c'est probablement pour bientôt et pas pour la 16.1, il devrait y avoir une 16.0.2 pour régler ce petit problème. Pour en revenir sur l'indicateur de pourcentage de la batterie, faut quand même rappeler que quel que soit l'appareil, que ce soit un iPhone ou autre chose, l'indicateur en pourcentage de la batterie n'est jamais juste en fait. Ces appareils, ça fait une sorte de calcul au doigt mouillé du voltage. En fonction de l'utilisation passée, des 10 minutes passées, de l'heure passée, etc. Donc c'est vraiment une interprétation qui n'est jamais très juste au pourcentage près de toute façon. Ce qui est pour ça que moi j'ai enlevé le pourcentage de la batterie finalement parce que c'est plus quelque chose de stressant pour moi qu'une information intéressante. La détection de collision fonctionne comme Apple l'a annoncé. C'est la conclusion d'un YouTuber surnommé TechRax. L'équipe a scotché un iPhone 14 Pro à l'appui-tête d'une voiture sans pilote télécommandée qu'ils ont précipité contre plusieurs épaves dans un champ. Un choc à vitesse modérée, environ 20 ou 30 km/h. Quelques secondes plus tard, l'iPhone 14 Pro lance effectivement le processus d'appel d'urgence avec un premier compte à rebours de 10 secondes que l'équipe annule pour éviter de déranger les secours inutilement. Le deuxième essai donnera le même résultat, c'est donc plutôt rassurant, Fabrice, pour les accidents dans la vraie vie comme on dit. Alors effectivement, parce qu'on a vu les exemples pendant la keynote avec une voiture qui se retourne, avec des accidents monumentaux, mais parfois on a besoin d'aide alors même qu'on a eu un choc à vitesse relativement réduite, 20 km/h c'est pas tant que ça, et ça peut suffire pour se casser un membre et donc avoir besoin d'aide. C'est bien d'avoir pu vérifier ça de manière sécurisée et de rassurer que c'est une fonction qui fonctionne correctement. Là, c'est vraiment une fonction indispensable et ça va encore sauver un peu des gens. La prochaine keynote, c'est l'une des deux unes du nouvel épisode d'iWeek, la semaine Apple qui sera disponible dans quelques heures. MacRumors détaille les 5 nouveautés attendues sur les potentiels nouveaux iPad Pro M2. Alors je te les donne, Fabrice. Charge à toi de m'en dire un mot. On commence par la charge sans fil grâce à un dos en verre qui remplacerait le dos en aluminium. Alors j'ai un doute avec ça parce que la charge sans fil est très lente. La batterie de l'iPad est très grande par rapport à celle d'un iPhone. Et ça va à l'encontre de plusieurs choses, d'un potentiel charge rapide. En tout cas, ce serait pas possible avec le MagSafe tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'à 15 watts en vitesse maximale, c'est pas suffisant. Et puis la charge sans fil, ça fait beaucoup de déperdition d'énergie en chaleur, et donc pour ce qui est de l'économie d'énergie, ça va à l'envers. Donc je suis un peu surpris. Et en plus, un dos en verre, c'est très fragile. Beaucoup plus fragile qu'un dos en aluminium, et sur toute la surface du dos d'un iPad, je trouve pas que ce serait une bonne idée, avec le poids en plus. Franchement, je vois pas l'intérêt. Deuxième rumeur, Fabrice, la charge sans fil inversée, qui permettrait de partager un peu d'énergie avec des AirPods ou son iPhone. Ah, ça c'est bien, parce que du coup la grosse batterie de l'iPad peut aussi servir à faire un petit peu autre chose. On avait parlé de la recharge inversée pour l'iPhone, ça s'est jamais produit. Ça existe sur certains modèles Samsung notamment. Pour les AirPods, ça peut vraiment sauver, peut-être pas la vie, mais quand même sauver l'écoute de temps en temps. Ça ce serait bien, ouais. Troisième rumeur, un nouveau connecteur à 4 points au lieu du Smart Connector à 3 points pour augmenter le nombre d'accessoires compatibles. Faudrait augmenter le nombre d'accessoires tout court. Pour l'instant, personne s'en sert de ce connecteur à 3 points. Alors, à 4 points, on verra bien ce que ça donne. Peut-être que personne s'en servait parce que justement, il servait à rien, que la vitesse de transfert des données par ce connecteur était pas suffisante. Peut-être que c'est le passage obligé pour que ça puisse enfin servir à quelque chose. Quatrième rumeur, un nouvel Apple Pencil 3 avec un design brillant et une nouvelle pointe. Alors dans ce fabuleux programme qui s'appelle iWeek, on avait évoqué la possibilité justement d'un troisième Apple Pencil. La nouvelle pointe, peut-être qu'il y a des améliorations à faire à ce niveau. Le design brillant, très bien. La vraie question, c'est de savoir s'il y aura un bouton ou pas. Parce que les pros qui utilisent une tablette graphique, ils aiment bien avoir un bouton ou deux programmables sur leur stylet pour pouvoir passer rapidement d'un outil à l'autre. Et c'est plutôt ça qui est important que le design, à mon sens. Et puis la dernière rumeur, la plus grosse, un processeur M2.
Bien sûr, avec Tim Cook qui là descendra plus du plafond, mais qui va sauter en jet ski pour nous dire qu'il fait comme Tom Cruise, comme d'habitude. Et puis, sans trahir de secret, c'est ton coup de cœur de la semaine dans le nouvel iWeek Hebdo à venir, mais l'activation du retour haptique pour les touches du clavier, je cite Apple, pourrait affecter la durée de vie de la batterie. Haha, on fait moins le malin, hein. Alors, pas du tout, parce que je n'arrête jamais de faire le malin, et il pourrait, alors c'est quand même génial que Apple ne sache pas. Donc, est-ce qu'ils sont en train de se prémunir d'un procès quelconque parce qu'ils n'ont pas prévenu que ça pourrait être le cas? Je trouve que ça ressemble beaucoup à une phrase à l'américaine sur ah mais on vous a dit que c'était possible. Et puis l'autre réaction que j'ai à ce sujet, c'est que chaque fois qu'on utilise une fonction, forcément, ça utilise de la batterie. Alors, si la dépense l'impact sur l'autonomie est raisonnable et que la fonction vous plaît, c'est pas un problème, puisque ça sert à quelque chose. Et je pense que l'impact de la batterie de cette fonction que j'utilise moi depuis plusieurs semaines sur mon vieillissant iPhone X est vraiment très faible. Et ensuite, à savoir si ça vous plaît d'avoir une petite vibration à chaque pression sur une touche du clavier. Moi, je trouve ça vraiment intéressant et j'ai rien vu en termes d'impact sur l'autonomie. Donc, je continue à faire le malin. Et on va préciser que l'activation du mode économie d'énergie ne désactive pas le retour haptique du clavier. Il est donc peu probable effectivement que les conséquences soient majeures sur l'autonomie de votre iPhone. Ah, tu vois. La quotidienne iWeek Reviens demain.